Bienvenue à chacun et chacune. Nous voici à peu près 30 présents. Il y a 80 inscrits, donc c'est toujours autour à peu près de la moitié, donc on devrait être un petit peu plus. Donc Bernard Alix, qui travaille un petit peu sur des actions de recherche, d'évaluation, la direction, enfin l'ancienne direction innovation du CFPT, qui a été partie prenante du volet recherche-action de la riposte créative territoriale, a donc initié une nouvelle modalité pédagogique dans le, je dirais, troisième temps de riposte créative, après une première année où on s'est d'abord retrouvé, on a mis en place des groupes de travail et 10 cercles d'apprentissage donc, ont vu le jour durant l'année 2021 qui ont été coordonnés par Bernard. Donc on vous propose aujourd'hui trois temps pour cette présentation qui sera suivie d'un échange, si vous le voulez bien. Un premier temps sur l'idée, le concept de cercle d'apprentissage. Un deuxième temps sur comment ça s'est mis en œuvre dans Riposte créative territoriale, à quels besoins cela répondait, comment cela a fonctionné. Et un troisième temps qui est plus orienté aussi sur la discussion à suivre, c'est-à-dire est-ce que les cercles d'apprentissage ne sont pas une modalité intéressante pour tous ceux et toutes celles qui veulent apprendre ensemble, et en particulier dans une situation de crise où, je dirais, quelque part, les savoirs ne sont pas forcément figés et l'apprendre ensemble a une place particulière. Bernard, je te laisse te présenter et démarrer, et on pourra ensuite échanger. Très bien, merci, merci Michel, et merci Jean-Marie de m'avoir invité à, à vous présenter cette démarche que nous avons introduite au CNFPT dans le cadre de riposte créative territoriale, mais voilà, on l'avait déjà expérimenté du fait de mes activités également universitaires auprès des enseignements de Nanterre auprès de Philippe Carré. J'avais eu l'occasion, donc, il y a bien plus d'une dizaine d'années, d'être associé à la recherche de Jonathan Kaplan, quand il a fait sa thèse justement sur les cercles d'études. Alors là, on les appelle des cercles d'apprentissage, on pourrait les appeler des cercles d'apprenance, des cercles de développement. Enfin, il faut aussi qu'on stabilise le terme idoine. Et donc, on avait expérimenté déjà au CNFPT en interne à quelques reprises des cercles d'études animés d'ailleurs par Jonathan Kaplan, et donc c'était déjà quelque chose qu'on avait cherché à inaugurer, mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui faisait que voilà, ça ne prenait pas encore, et donc ça a été en quelque sorte une opportunité de développer effectivement ces cercles d'apprentissage avec un certain nombre d'entre vous présents qui ont animé des cercles. Je vois que Anna nous a rejoints. Et donc, voilà, je vais vous présenter un petit peu cette démarche des cercles. Peut-être en commençant le plus concrètement possible, en vous disant un petit peu ce que c'est qu'un cercle et puis comment on les a mis en place. Alors, ces cercles, c'est avant tout, voilà, on pourrait dire que ce sont des groupes de personnes donc, qui vont développer des connaissances dans un espace très démocratique. Hein. On insiste beaucoup là-dessus, notamment avec Jonathan Kaplan, qui était donc l'initiateur de ces démarches. En fait, il a réintroduit des cercles d'études qui étaient développés dans le champ de l'éducation populaire, voilà, au milieu du siècle dernier. Et puis, surtout en Suède, hein, où c'est une pratique d'accompagnement et de formation des adultes très usitée. Et donc, il a fait sa thèse à partir de ces espaces-là. Et donc, la dimension démocratique, vous le verrez, en termes aussi de ce qu'on pourrait appeler d'autodétermination, est très présente. C'est important parce que ça donne à voir aussi quelque chose d'assez spécifique dans le champ de l'information où voilà, la démocratie n'est pas toujours très présente. Hein. Tout est souvent déjà prédéterminé en amont par d'autres que les apprenants eux-mêmes. Donc, cette dimension d'un espace démocratique où on prend des décisions est vraiment quelque chose voilà, de très spécifique à la démarche des cercles d'apprentissage. Alors, bien sûr, c'est un cercle qui va
favoriser des apprentissages collaboratifs. Hein. Donc, on sera bien sur quelque chose qui est vraiment centré sur le collectif, sur la dimension collaborative. Et on verra hein, qu'il y a des dimensions voilà, de partage de la responsabilité des apprentissages entre les individus et donc au niveau du collectif. On est donc dans quelque chose qui a à voir avec une véritable dynamique de développement d'un esprit de communauté. Et c'est ça aussi qui contribue notamment à quelque chose qui a à voir avec une forme, pas seulement d'implication, mais aussi de vrai plaisir à travailler dans un espace où le collaboratif est véritablement très présent. On verra bien justement qu'il n'y a pas de logique de compétition et on sait que même dans la formation des adultes, quelque part, il y a des ancrages qui font qu'on n'est pas toujours très à l'aise. Donc, l'idée du cercle d'apprentissage, ça va vraiment être dans cet espace de démocratie interne et puis d'esprit de communauté et de bienveillance. Donc, on est sur des apprentissages qui sont individuels et collectifs et qui sont placés, donc, ces apprentissages au centre du cercle. Les apprenants, ils auront le statut de sujet et de sujet pleinement autodéterminé. C'est vraiment quelque chose qui va revenir à plusieurs reprises, cette idée d'autodétermination. Alors, concernant notamment, et ça c'est assez quand même intéressant, les objectifs qui vont être poursuivis dans le cadre de ce cercle, c'est-à-dire que c'est vraiment les apprenants qui vont être en situation de définir sur quels objectifs ils vont être amenés à apprendre ensemble. Alors, il peut y avoir un thème éventuellement qui peut être prédéfini ou rien du tout, et on se dit, par exemple, on va se réunir entre quelques collègues et on va créer un cercle effectivement d'apprentissage et on va se définir les objectifs que l'on va ou l'objectif que l'on va poursuivre. Donc il y a vraiment, et donc là ça va être éventuellement mis au vote, enfin il va y avoir vraiment avoir un travail démocratique qui va participer justement et à l'émergence de ces objectifs et, encore une fois, à l'objectif qui sera poursuivi collectivement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait penser que, et c'est parfois une forme de crainte d'employeurs, c'est de se dire, finalement, ils vont faire un peu n'importe quoi, ce groupe d'apprenants, si on les laisse choisir par eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. Et puis, ne serait-ce que l'expérience qu'on a eue en interne montre bien que les professionnels, ils ont une vraie responsabilité et un vrai désir de s'inscrire dans le cadre de leur activité et donc sont vraiment très impliqués pour trouver quelque chose qui est au cœur même de ce à quoi notamment ils sont confrontés dans leur activité partagée ou individuellement en situation donc, de travail. Donc, les objectifs sont définis collectivement et démocratiquement, mais aussi les modalités de mise en œuvre de cet apprentissage collectif. Donc, ça veut dire que, justement, le collectif va se demander, en fonction de ce que l'on vise, de comment on a envie d'apprendre ensemble, eh bien, on va définir les modalités qui nous seront effectivement les plus favorables à ce vers quoi on souhaite aller en termes d'apprentissage ou de développement de notre activité. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça donne vraiment une forte implication et un sentiment voilà, d'être vraiment au cœur même de sa propre autonomie dans cette activité d'apprentissage. Alors, on pourrait le désigner pour moi comme une forme d'auto-formation accompagnée. Hein, donc, on est accompagné par un facilitateur. Je définirai quelques éléments tout à l'heure sur ce qui contribue à la spécificité notamment de la posture de ce facilitateur. Mais le facilitateur, la spécificité qu'il a dans un cercle d'apprentissage, c'est qu'il n'est pas formateur en surplomb ou à côté, en guidance, en suivi. Il est vraiment un des membres du cercle j'ai envie de dire, à égalité. Et donc, c'est même pas forcément toujours lui qui est en situation d'animer le cercle. On peut penser à certains moments qu'un des membres du cercle va animer pas seulement une séquence pédagogique qui a été identifiée, mais que ce soit quelque chose qui soit partagé, l'animation des cercles. Donc, il y a vraiment quelque chose qui contribue à cette horizontalité très rapidement dans la mise en œuvre de ce type de dispositif. Alors, les principes qui vont être partagés sont donc de l'auto-formation collective, alors de l'apprentissage entre pairs, mais pas seulement, j'ai envie de dire, à condition
que justement, s'il y a des différences, notamment de hiérarchie au sein du cercle, il faut absolument que les personnes qui ont des hiérarchies différentes acceptent de se mettre à égalité de l'ensemble des autres participants. Donc il y a vraiment cette intention de faire en sorte que l'horizontalité, même malgré effectivement des hiérarchies qui peuvent être différentes, ou voilà, ou des rôles bien sûr qui sont différents au sein même d'une institution ou dans un cadre qu'on appelle, nous, en formation inter, hein, donc intercollectivité par exemple. L'autodétermination, hein, un autre principe que j'ai déjà évoqué, mais que je rappelle parce qu'il me semble être au cœur même, donc sur les objectifs et les méthodes et les ressources à produire, mais aussi sur les livrables à réaliser. Donc, c'est aussi le collectif qui va se donner lui-même les livrables qu'il souhaite produire. C'est-à-dire que personne extérieur au cercle va effectivement être en situation de pouvoir avoir une injonction en termes de production de livrables. C'est le cercle lui-même qui décide des livrables qu'il produira ou qu'il ne produira pas, hein. Alors donc, il n'est pas tenu de produire un livrable. Alors voilà, donc ça questionne bien un certain nombre de choses dans le rapport à l'institution dans lequel se développe ce cercle. Coopération et co-responsabilité dans les apprentissages. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a de l'entraide entre les individus, il y a du soutien mutuel, il y a de la confiance mutuelle, il y a vraiment une répartition des rôles, véritablement quelque chose qui contribue à faire en sorte que les apprentissages, qui sont fondés sur une forme d'autodirectionnalité, hein, donc il y a vraiment cette autonomie, et on peut prolonger les apprentissages qui ont été faits au sein du collectif par ses propres apprentissages au-delà du collectif. Il y a vraiment quelque chose là qui est d'une forme d'ouverture, de quelque chose qui donne à voir vraiment l'autonomie pleine et entière des apprenants dans le cadre de cette activité de formation. Autorégulation, bien sûr, c'est le groupe qui s'autorégule, alors avec effectivement l'appui du facilitateur, mais encore une fois, ça peut être à l'initiative d'un participant qui peut prendre en compte et en charge le rôle de la régulation. Enfin, vraiment, voilà, je veux bien implanter cette idée qu'on est sur un registre vraiment très horizontal. Formalisation de regard réflexif, donc on peut être amené bien sûr à avoir, et en fonction des demandes et des modalités de réalisation de ce cercle, on peut avoir des espaces vraiment de réflexivité, de production métacognitive notamment, etc. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui peut être mise en place. Et puis une auto-évaluation individuelle et collective. Alors, j'ai envie de dire, une forme d'auto-évaluation comme Arduino nous l'aurait, j'ai envie de dire, invité à mettre en œuvre, hein, plutôt non pas comme le contrôle entre un référent, un objectif et puis une situation, c'est-à-dire mesurer un écart, mais vraiment évaluation comme interprétation, c'est-à-dire donner de la valeur à ce qu'on est en train de faire ensemble et de produire ensemble. Donc, il y a vraiment cette logique aussi de quelque chose qui reste, j'ai envie de dire, dans l'intériorité du collectif, même si on peut imaginer mais si le groupe le demande, qu'il y ait un travail de fait par un tiers. Alors, le rôle de l'animateur, il va être prépondérant parce que justement, il sera chargé de garantir l'observance de ces principes qui sont énoncés, bien sûr, autour de l'autonomie des participants. Et sa posture est vraiment une condition de réussite dans le cercle parce que justement, il ne faut absolument pas qu'il incarne une posture de verticalité, ce qui n'est pas toujours évident hein, pour un formateur qui voudrait être facilitateur d'un cercle parce que justement, il faut qu'il renonce quelque part à être en posture de sachant, presque même méthodologiquement, même s'il peut être garant d'un certain nombre de choses, sa posture est vraiment voilà, aussi dans quelque chose qui s'exprime de façon très, très sensible et qui donne à voir. Et ça, je pense qu'il faut vraiment être pleinement porteur de ces valeurs démocratiques et d'horizontalité pour animer ce genre d'espace, parce que justement, ça va être vraiment une des conditions pour que le cercle fonctionne bien. Alors donc, le facilitateur, bien sûr, il faut qu'il aide le groupe à clarifier ce sur quoi il souhaite porter son attention. Alors, ça peut prendre un peu de temps, hein, ça peut prendre 1, 2, peut-être plus de séances, hein, sachant qu'un cercle d'études, globalement,
ça doit se dérouler entre 20 et 30 heures à peu près. Donc, ça veut dire que voilà, il faut prendre du temps aussi pour poser les choses, pour donner à voir ce que chacun identifie comme désir d'engagement dans cette approche d'apprentissage. Et donc, ça veut dire qu'il y a un moment vraiment qui est porté pour faire ce travail-là. Il doit bien sûr contribuer à l'expression des échanges, hein, dans cette logique, voilà, avec un certain nombre de principes au-delà de la confidentialité, mais voilà, tout ce qui relève de cette démarche de liberté d'expression, d'être sur des logiques où justement chacun peut sentir vraiment une liberté dans l'expression de ses propos. Il faut qu'il accompagne aussi l'aide à la décision, hein, notamment ces accords de groupe, hein, comme dirait Michel. Donc, ces moments-là où il faut effectivement se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, et notamment sur ses objectifs et ses modalités. Ne pas prendre une posture d'expertise quand on est le facilitateur, mais contribuer plutôt à la mobilisation des ressources, hein, que ce soit des supports, des experts, des chercheurs, parce qu'on peut penser à un moment donné, se dire, bah, tiens, on aimerait bien pouvoir aller faire une visite apprenante, mais on peut aussi solliciter un chercheur qui vient nous exposer une dimension théorique sur ce sur quoi on est en train de réfléchir. Voilà, donc quelques éléments déjà pour poser un petit peu le cadre du cercle d'études, d'apprentissage ou d'apprenance, afin que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, je vous renvoie notamment aux travaux de recherche qui ont été faits par Jonathan Kaplan, K-A-P-L-A-N. On vous donnera quelques éléments, hein, qui est maître de conférence à Lyon aujourd'hui, après avoir été longtemps consultant. Il a fait sa thèse sous la direction de Philippe Carré à Nanterre. Merci pour cette première partie. Juste pour indiquer que je remercie les 3-4 personnes qui prennent des notes en collaboratif. Donc, déjà, une bonne partie a été notée. Donc, si quelques-uns veulent nous rejoindre, ce sera une bonne chose. Et pour indiquer aussi, encore une fois, que s'il y a des gens qui veulent être tenus au courant, il faut s'inscrire sur le PAD, dont l'adresse est ici, de façon à ce qu'on puisse vous contacter, vous dire comment on avance. Et je pense qu'en particulier, dans le cadre un petit peu de l'étude dont on parlera en troisième partie, on fera une bibliographie et donc on pourra comme ça vous la partager. Bernard, maintenant, si tu veux nous présenter un petit peu la seconde partie de ton intervention, c'est-à-dire comment ça s'est passé au CNFPT, pourquoi les cercles d'apprentissage sont venus dans cette, je dirais, troisième étape des ripostes créatives et nous dire un petit peu les retours que tu as pu vivre là-dessus. Alors, donc, on va effectivement se centrer là sur la mise en œuvre de ces cercles d'apprentissage. Alors, comme le disait tout à l'heure Michel en introduction, ils s'inscrivent, et comme il vient de le rappeler, dans Riposte créative territoriale, donc qui a émergé, hein, au moment du confinement et donc à la difficulté que les collectivités rencontraient, et notamment Sévérine de Montredon, qui est une DGS d'une collectivité du sud de la France, qui nous a interpellés en nous disant mais il faudrait peut-être qu'on essaye de savoir comment apprendre ensemble de cette crise, de ce à quoi on est confronté. Et donc Cécile Joly, qui est peut-être présente d'ailleurs avec nous aujourd'hui, qui était responsable du laboratoire et de l'innovation au CNPT, a réagi en faisant ce travail de mobilisation d'un certain nombre d'experts, dont Michel, pour développer cette démarche de coopération ouverte. Et donc, on a à ce moment-là, sachant que les collectifs étaient fortement attaqués du fait du confinement, qu'on voyait voilà, l'augmentation des distances intertransactionnelles qui faisait que voilà, on pouvait être rapidement isolés les uns les autres. Et donc, limitation des opportunités de mobilisation habituelles pour trouver des collectifs pour apprendre ensemble. Donc, Riposte créative territoriale est née de cette attente, de ce déclencheur en quelque sorte. Et riposte créative, pourquoi? Parce que c'est un terme que j'aimais beaucoup de Christophe Dejour, hein, qui montre en quoi en psychologie du travail il y a des stratégies de défense mais qui ont toujours un coût,
hein, même si elles nous permettent de contenir les conséquences des situations auxquelles on est confronté. La riposte créative, elle permet justement, à partir du moment où elle ne travaille pas sur les conséquences, mais sur la réalité du problème auquel on est confronté, de trouver, j'ai envie de dire, une capacité de riposte qui est plutôt créative et donc porteuse, j'ai envie de dire en quelque sorte, d'une logique du vivant et de ne pas être sur cette logique de stratégie de défense qui, encore une fois, a toujours un coût, même si elle permet de contenir la situation qui nous perturbe. Donc, on a proposé ça donc par l'intermédiaire de Cécile Joly pour répondre à cette situation critique, pour compenser en quelque sorte les perturbations auxquelles étaient confrontés nos collègues territoriaux. Et donc l'idée, c'était de refaire communauté, de refaire communauté apprenante ou de poursuivre cette idée de communauté apprenante, de favoriser l'apprendre ensemble, l'apprentissage social, mais surtout à partir de l'expérience de chacun. L'idée, c'était vraiment de pouvoir s'appuyer sur quoi chacun était confronté, et c'est sur quoi j'aime bien insister, ces situations paradoxales ou ces situations délicates auxquelles tout professionnel est confronté dans son activité et qui demandent effectivement de pouvoir y faire face en mobilisant un certain nombre de ressources et de dispositions. Et vous trouverez notamment dans un film de Thomas Troadec qui a contribué à mettre en évidence, que vous pourrez trouver, me semble-t-il, dans notre site Riposte Créative Territoriale, Thomas Troadec, donc, qui a réalisé ce film Le silence d'innovation, en s'appuyant justement sur l'expérience, le vécu d'un certain nombre d'acteurs de Riposte Créative Territoriale. Alors, il y a eu quelques, justement, actions qui ont été, bien sûr, réalisées sur toute cette longue période. Hein, et donc, il y a un certain nombre d'événements qui ont été mis en place autour de l'apprendre ensemble de la crise, hein, qui a permis de regrouper parfois entre 150 et 200 personnes pour, justement, comprendre la situation dans laquelle on se retrouvait, comprendre nos fragilités, nos capacités à faire de l'inédit, à se confronter au nouveau, à faire émerger effectivement de nouvelles façons de se comporter face à quelque chose qui advient et qu'on n'avait pas prévu. Comment faire face à l'incertitude. Et j'aime bien cette expression aussi de Julie Chabot, qui pilote le département de la Gironde, la Jeune 21, et puis un certain nombre d'actions autour de ces questions-là. Et donc, elle parle de décoloniser nos imaginaires. Nous y reviendrons parce que c'était un des cercles qu'on a développé. Mais c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte, c'était effectivement peut-être cette nécessité de faire un pas de côté, de se décaler pour justement travailler sur d'autres imaginaires pour faire face aux situations. Et donc, on a aussi mis en place un certain nombre de connecteurs de recherche, et je vois que Pascal Rogero nous a rejoint, il a contribué à l'un de ces connecteurs de recherche, et je le remercie encore, sur ces questions justement de complexité face à la crise, et donc la complexité auxquelles sont confrontés justement les acteurs dans ce genre de situation. Donc Pascal Rogero, qui est un spécialiste sociologue de la complexité très proche d'Edgar Morin, et notamment du développement des territoires. Donc c'était une personne vraiment précieuse pour nous amener à confronter justement dans ces connecteurs des chercheurs et des praticiens. Et donc on rentrait vraiment dans cette idée de mettre aussi en confrontation, mais dans le sens effectivement de faire émerger les questionnements des praticiens et puis l'éclairage que les chercheurs pouvaient apporter pour donner du sens à ce à quoi étaient confrontés les praticiens face à la crise. Et puis on a développé, voilà, sur la deuxième année de ce confinement, ces cercles d'apprentissage, donc espace d'auto-formation accompagné, centré sur l'autonomie des apprenants et des collectifs, et puis, encore une fois, sur l'autodétermination, hein, sur les registres qu'on a vus tout à l'heure. Alors, on a développé un certain nombre de cercles, 8 au total, un qui touchait sur la clé de reconnexion à soi et aux autres, hein, c'est-à-dire c'était ce moment un petit peu de respiration, de questionnement autour de son propre rapport très intime en quelque sorte à ce genre de situation. Il y avait un cercle d'apprentissage qui reposait sur une logique de co-développement pour donner à voir effectivement à partir des situations délicates auxquelles on était confronté, comment on pouvait construire des réponses en collectif face à des situations vécues par les uns et les autres.
Nous avions aussi un cercle qui était très intéressant, qui touchait à l'arpentage, et donc qui visait à aller travailler à partir d'ouvrages, alors qu'ils pouvaient justement être choisis au fil de ce processus et de ces différentes séances par les participants eux-mêmes. Et donc il s'agissait voilà, de déconstruire un ouvrage, de le lire ensemble en partie, et puis d'y apporter un certain nombre de réflexions, d'échanges, etc. Et donc c'était aussi un cercle qui a beaucoup été apprécié et qui a donné à voir aussi cette capacité à mobiliser des participants. On avait aussi un cercle qui touchait, peut-être que Susanna d'ailleurs est avec nous, autour de la pratique des outils de la théorie U, hein, donc qui consiste effectivement à être voilà, une théorie de l'accompagnement de la transformation de soi-même et des organisations, et donc qui a été l'objet de ce travail au sein de ce cercle et qui a permis d'accompagner la transformation des participants. Et puis aussi Anna, que j'ai vue tout à l'heure, était aussi une des contributrices et animatrices de ce cercle. Faire grandir le collaboratif, ça a été une autre approche, effectivement, qui consistait à aller questionner, ben voilà, dans ces situations-là, comment le collaboratif peut être justement une ressource et comment le mobiliser et le développer. Nous avons eu aussi un autre cercle portant sur les changements comportementaux au regard des neurosciences, hein, notamment dans le champ de tout ce qui relevait des transitions écologiques et climatiques. Et donc, ça a permis voilà, d'aller questionner pour ce groupe ces différentes dimensions qui ont à voir avec voilà, des problèmes auxquels les collectivités sont confrontées de façon aiguë en ce moment, et pour l'avenir. Un autre cercle qui touchait à comprendre et pouvoir agir, hein, donc était proposé notamment à des directeurs généraux de services. Donc voilà, on avait ciblé un public particulier pour travailler autour de cette question de effectivement comment on peut apprendre ensemble de ce à quoi on est confronté dans le développement de notre pouvoir d'agir en tant que cadre dirigeant en quelque sorte d'une collectivité. Et puis la dernière boussole qui était animée par Julie Chabot, que j'ai évoquée tout à l'heure, c'était quelle boussole pour des ripostes créatives sur le territoire. Et donc là, on a travaillé sur justement savoir entendre, à partir notamment du film de Thomas Troadec, ce qui était en question dans cette riposte créative, et comment se donner aussi des axes, des orientations, des points cardinaux, des boussoles, et notamment aller travailler sur un abécédaire pour justement contribuer à décoloniser justement ces imaginaires et aller identifier quels sont aussi les nouveaux concepts, les nouveaux termes qu'il va falloir mobiliser pour peut-être un changement de paradigme dans la façon de comprendre ce genre de situation et comment développer son pouvoir d'agir en la matière. Et puis enfin, pour terminer sur cette deuxième partie, ce qu'a évoqué tout à l'heure Michel, ce sont effectivement les suites, et notamment une recherche-action qui est animée par Jonathan Kaplan. C'était vraiment la personne idoine pour nous accompagner autour de ça, et donc qui vise à développer le pouvoir d'agir des acteurs internes et externes dans la mise en place des cercles d'apprentissage au sein de l'institution CNFPT et auprès des collectivités, donc en s'appuyant sur l'évaluation des premiers cercles, mais aussi sur des expérimentations que l'on souhaiterait développer entre les collectivités et le CNFPT pour justement trouver les nouvelles modalités de développement des cercles d'apprentissage qui contribue quelque part, et j'en viendrai lors de la troisième partie, à identifier véritablement une autre façon, une autre conception de développer la formation. Et donc, nos trois objectifs lors de cette recherche-action qui vient de débuter, comme le disait Michel tout à l'heure, on est dans le moment d'identification de la question de recherche. Et donc, c'est comment concevoir une stratégie pour développer et essaimer les cercles,
au sein du CNFPT et des collectivités, c'est identifier le nouveau modèle pédagogique qui est mobilisé par les cercles, parce qu'on voit bien que là, on est au cœur même aussi d'une transformation pour un établissement comme le nôtre, afin de pouvoir apporter une autre conception de la formation pour adultes, notamment sur le modèle de l'apprenance, mais pas seulement. Et puis, comment concevoir aussi les modalités d'accompagnement de la professionnalisation des facilitateurs de ces cercles et des conditions de développement de ces cercles dans les collectivités notamment, mais aussi pour le CNFPT. Voilà, Michel, pour la deuxième partie. Et juste pour faire donc un petit peu la transition, je vais citer un exemple là, qui nous concerne ici un petit peu en Bretagne, parce qu'on a aussi un Riposte Créative Bretagne qui a référencé 500 initiatives durant le confinement et qui continue à vivre avec un volet sur tout ce qui est les courts-circuits et la riposte alimentaire, avec un volet sur les tiers-lieux. Et là, dernièrement, le laboratoire d'innovation publique qui est appliqué dans ce Riposte Créative Bretagne avec Benoît Bolloré vient de publier un guide de la facilitation qui s'appelle Utilo, qui est donc aussi comme les productions des ripostes, on souhaite que ces productions soient ouvertes à tout le monde, ce qu'on appelle avec Jean-Marie de Riposte Créative Pédagogique la coopération ouverte. Et donc, ce guide a déjà été chargé à 2500, par 2500 personnes et se pose la question de faire des formations avec ce guide. Et il y a une demande qui émane d'un centre de collectivité. Et donc, un processus est en cours actuellement d'imagination, hein, ce n'est pas encore finalisé, qui permettrait, par exemple, de monter une formation avec le CNFPT pour les personnes des collectivités qui le souhaitent, tout en associant un volet cercle d'apprentissage où les personnes intéressées apprendraient ensemble à mettre en œuvre différentes pratiques de facilitation. Une idée, par exemple, qui est proposée par le groupe Utilo actuellement, c'est un système d'échange de temps au sein des collectivités locales et des services publics, parce que le lab d'innovation publique concerne aussi les services publics de l'État, et de permettre à quelqu'un qui a l'habitude de telle ou telle facilitation d'accompagner une autre à charge de revanche, pas forcément avec la même personne, et donc d'avoir un peu comme dans les systèmes d'échange des selles, d'avoir des systèmes d'échange de temps entre acteurs des collectivités, et donc d'avoir un processus hybride qui allierait une formation classique avec la participation à une communauté d'apprentissage. Donc c'est une piste actuellement qui est en cours de discussion. Et donc, c'est un petit peu ce genre de piste-là que je proposais à Bernard d'évoquer maintenant. Merci, Michel. Donc, on voit bien effectivement que l'enjeu là sur l'exemple que nous donnait Michel, c'était justement de pouvoir associer les acteurs de cette demande avec les acteurs du CNFPT au niveau Bretagne, d'associer ces acteurs aussi à notre recherche-action pour justement accompagner cette expérimentation. Donc, on est vraiment là dans quelque chose qui contribue à rapprocher, j'ai envie de dire, l'action et la recherche pour être au plus près justement de la capacité à bien dégager de quoi il est question dans cette transformation pédagogique pour accompagner les acteurs, notamment territoriaux, mais pas seulement, parce qu'on s'est dit aussi que ce travail-là doit contribuer au sein de notre communauté à pouvoir justement s'ouvrir, comme on le fait aujourd'hui, avec l'ensemble des acteurs de la communauté, notamment éducative, notamment justement qui est portée par ces réflexions pédagogiques. Alors, avant de donner quelques éléments concrets sur les pistes qu'on voit émerger, ce qui me semble important, c'est de donner aussi du sens un petit peu à tout ça. On est parti du cercle d'apprentissage dans sa dimension la plus concrète. Je pense que ça demande aussi à être mis en perspective d'un point de vue un petit peu plus conceptuel, parce que je pense que là, on est vraiment au cœur, et c'est ce sur quoi d'ailleurs on travaillait ce midi avec Michel et quelques autres autour de cette recherche-action, hein, pour montrer en quoi on est sur un renversement du paradigme
de la formation. Et donc, ça demande vraiment une capacité à justement décoloniser, encore une fois, nos imaginaires, à faire effectivement preuve de déprise par rapport à ça. Donc, ce qui me semble important, alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on pourrait évoluer dans le terme, le titre de notre cercle. Je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que cette approche-là, elle s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler le modèle du développement, comme d'ailleurs Guy Jobert, qui a dirigé la chaire du CNAM des métiers de la formation. Justement, Guy Jobert développait cette idée qu'on est au-delà de l'apprentissage, on est du côté du développement, sachant que l'apprentissage conduirait encore à réduire la formation à quelque chose de l'ordre de la transmission, du transfert et de l'acquisition de savoir, voire de savoir-faire méthodologique ou autre. Mais on est encore dans l'idée de transmission-acquisition. Alors que l'idée de développement, justement, ne renvoie pas à cette idée d'acquisition comme préalable à l'action. C'est toujours cette idée que, voilà, c'est parce que l'on sait, parce qu'on a pu acquérir un certain nombre d'informations ou de connaissances qu'on va pouvoir bien agir. Je pense que le modèle du développement renverse un petit peu ce rapport. Et donc, le savoir, ici, il est compris, il n'est pas compris justement comme la cause de l'action efficace. Et donc, le développement nécessite que l'on parte de ce qui existe, un peu à l'instar de ce que l'on pourrait développer pour trouver, en tous les cas, dans le développement des territoires. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir de ce à quoi est confronté l'individu et d'accroître en quelque sorte sa puissance d'exister, sa puissance d'apprendre, d'accroître son pouvoir d'agir et donc pour filer la métaphore de Spinoza, de persévérer dans son être et non pas d'être rempli par du savoir pour bien agir. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi là du renversement, d'une approche un peu causaliste dans ce que justement Yves Schwartz, qui a créé la notion et l'indiscipline qui est l'ergologie, appelle plutôt l'agir en compétence, sachant que les compétences ne seraient pas des propriétés, mais pour moi plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la coémergence entre un individu et ce qui le prolonge, et donc qui participe à construire dans la dimension de ce qu'on pourrait appeler le milieu. Donc l'ergologie donne à voir effectivement dans le prolongement, notamment des travaux de Francisco Varela sur les conceptions de l'autopoïèse et puis de tout ce qui a à voir avec la complexité que porte notamment Pascal Rogero avec nous aujourd'hui. Alors, il s'agit donc de proposer des espaces transformateurs à travers ces cercles d'apprentissage et qui ne se réduisent pas donc à la transmission d'un savoir décontextualisé. Et donc la conception de la formation comme développement pour les adultes invite à un renversement donc, de ce modèle de l'apprentissage, tu apprends et tu fais, où le travail devient la pierre de touche dans le processus qui serait effectivement non pas de partir de l'acquisition d'un savoir pour développer de l'expérience par le faire, mais véritablement de partir de l'expérience, de le mettre en déconstruction, en échange, en réflexivité, en confrontation, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment le propre aussi de ces cercles d'apprentissage, c'est de partir de l'expérience de chacun et après, effectivement, l'avoir mis dans cette dimension de la déconstruction et d'échange, de pouvoir confronter ce que l'on a fait émerger eh bien, à du savoir conçu en extériorité ou la construction du savoir qui peut se faire individuellement ou en collectif. Donc là, on est vraiment, et on revient sur une logique ensuite d'expérimentation, d'évaluation, de remise j'ai envie de dire, en perspective de ce que l'on aura effectivement fait émerger de ce processus. Donc, je trouve ça intéressant et aussi toujours cette dialectique, cet aller-retour qu'il y a dans le cercle d'apprentissage entre ce qu'on y fait à l'intérieur et ce que l'on peut y faire au-delà. Donc, on voit bien que le cercle d'apprentissage repose vraiment sur voilà, tout ce modèle de l'apprenance porté notamment par Hélène Trotmé-Fabre, que je vais citer tout à l'heure parce que c'est important de ne pas oublier l'origine de l'apprenance qui a été créée par Hélène Trotmé-Fabre et bien sûr par Philippe Carré qui identifie toujours cette illusion
qui consiste à penser que l'on peut agir sur autrui et le transformer. Hein. C'est toujours cette idée, voilà, pour lui, c'est l'illusion fondamentale du formateur, c'est qu'on puisse agir sur autrui, ce que Yves Schwartz appellera l'usage de soi par autrui. Et donc, ce qui est important, c'est que voilà, l'acte d'apprentissage est toujours un acte de liberté et les cercles sont vraiment portés par ce paradigme-là. Ils sont dans ces espaces-là ouverts, collectifs, réflexifs, expérientiels, fondés encore une fois sur l'autonomie et donc qui va favoriser ces apprentissages parce que justement, on est vraiment au cœur même de cette conception de la formation. Et donc, ce modèle de développement qui vise donc l'autonomie de l'adulte, on est vraiment toujours sur ces logiques autonomie, autodétermination autour de cette question de l'apprenance. Et donc, l'inscription, effectivement, dans cette logique du vivant qui est au cœur même de cette capacité, justement, de développement. Et donc, il rappelle qu'apprendre est véritablement un processus de transformation. Il faut insister sur le fait que l'acte d'apprendre remplit justement cette fonction de croissance et de développement. Et donc l'apprenance repose, comme le dit effectivement très bien Hélène Trocmé-Fabre, elle repose sur l'émergence du questionnement. On est vraiment là sur quelque chose qui a à voir, non pas encore une fois avec l'acquisition de quelque chose qui serait conçu en extériorité, qu'il s'agirait de s'approprier, mais on est vraiment sur un espace. Et moi j'aime bien cette image de Lévinas hein, qui fait émerger cette notion d'altérité, de la femme enceinte qui construit un espace à l'intérieur d'elle-même pour faire advenir l'altérité. Eh bien, le cercle d'apprentissage, c'est vraiment cet espace que l'on construit à l'intérieur d'une institution ou au dehors, mais en tous les cas pour faire advenir l'altérité. Et ce que nous dit Hélène Trocmé-Fabre, c'est un questionnement, celui qui ouvre l'espace intérieur sur une capacité matricielle, celui qui met en mouvement les acteurs, la personne en formation et ceux qui l'accompagnent vers un lieu où il est possible d'être et de devenir pour un lendemain à construire. Donc ça, c'est une très belle formule, je trouve, d'Hélène Trocmé-Fabre dans son très bel ouvrage qui s'appelle « Né pour apprendre ». Hein, donc c'est vraiment cette idée qu'on est né pour apprendre, sachant que justement, le propre de l'humain, c'est d'être dénaturalisé, notamment dans son travail et dans cette activité qu'est l'apprentissage, ou l'activité d'apprendre. Alors, pour donner quelques éléments, j'ai envie de dire, de perspective, ce que l'on a pu voir en termes de plus-value de ces cercles, c'est qu'ils proposent des actions d'accompagnement plus proches des situations professionnelles et des réelles problématiques rencontrées par les professionnels, parce que justement, on n'est pas sur, pour moi, cet illusoire fameux besoin de formation qui est toujours conçu en extériorité des professionnels eux-mêmes, et donc qui participe et qui contribue à développer des logiques industrielles de la formation et la production de stages qui sont généralistes, qui sont très distanciées par rapport justement à ce à quoi sont confrontés les professionnels, et donc qui contribue quelque part à cette logique toujours de la transmission de savoir pour bien agir. Alors que justement, les cercles d'apprentissage ne sont pas les seuls, mais ils permettent vraiment de se rapprocher au plus près de ce à quoi sont confrontés les professionnels parce qu'on part de leur expérience. Et donc ça me semble être une vraie révolution aussi pour une institution comme le CNFPT, de pouvoir justement faire en sorte que l'on renverse en quelque sorte notre façon de penser comment accompagner les professionnels justement dans leur développement et leur pouvoir d'agir et leur agir en compétence. Proposer des actions de formation portées par des intentions capacitantes. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de trouver des espaces. Hein, donc, on parle d'espaces capacitants aujourd'hui pour dire effectivement que ce sont ces espaces où il y a des facteurs de conversion qui ne sont pas le propre des individus, mais ces facteurs de conversion, qui ne sont pas des facteurs de handicap, vont permettre la transformation des dispositions et des ressources des individus en pouvoir d'agir, en pouvoir d'apprendre, en développement de leur puissance d'exister. Et donc ça me semble très intéressant parce que ça donne à voir effectivement une responsabilité aussi des organisations, que ce soit les employeurs, les organisations par exemple les collectivités, mais aussi les dispositifs de formation, que ce soit professionnels ou universitaires, c'est de se dire quels sont les facteurs de handicap qui justement contreviennent à cette transformation, mais aussi ces facteurs de conversion qui vont aider. Et on voit bien comment dans les retours qu'on a des personnes qui ont participé à ces collectifs de cercles d'apprentissage, que le fait qu'on les ait amenés à de l'autodétermination, qu'ils aient eu la possibilité de choisir ce sur quoi ils avaient envie d'apprendre, comment ils avaient envie d'apprendre, partir de leur expérience, eh bien c'est vraiment très très mobilisateur et très effectivement porteur par cette logique du vivant
de l'accroissement et du développement. Et là, on est au cœur même de ces espaces capacitants qui va favoriser l'engagement dans la formation parce qu'on est sur une logique aussi collaborative, on est sur une logique, encore une fois, bienveillante qui va contribuer, encore une fois, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de crainte à s'engager. Encore une fois, on voit l'enjeu là du professionnel qui va aussi contribuer à la facilitation dans ces espaces-là. Des intentions qui sont aussi individualisantes, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'individualisation, hein, dans le sens, alors c'est un faux ami l'individualisation, parce que ça veut surtout dire qu'on part de là où sont les apprenants ou les participants, et donc là on ne peut pas mieux faire avec un cercle d'apprentissage que effectivement de faire autrement que d'imposer des objectifs conçus en extériorité de ces apprenants, mais véritablement en leur demandant ce qu'ils ont envie d'apprendre et comment ils ont envie d'apprendre à partir de là où ils en sont et ce à quoi ils sont confrontés. Donc là, on est au cœur même de la logique de l'individualisation. Et puis, on est sur effectivement quelque chose qui contribue au facteur de motivation, parce que justement, hein, on donne de la valeur à cette formation. C'est le premier niveau développé par Philippe Carré notamment, hein, la valeur du but poursuivi. On est sur, effectivement, encore une fois, la confiance, avec toutes ces logiques voilà, de Bandura autour du sentiment d'efficacité personnelle, où on va justement favoriser la confiance, donc la croyance qu'auront les apprenants dans leur capacité à réussir les situations d'apprentissage auxquelles ils seront confrontés, et puis la capacité de choix, d'autodétermination, troisième dimension qui va favoriser véritablement l'apprenance, et puis ce plaisir auquel vont être effectivement assez sensible l'ensemble des participants dans ce genre d'espace, où il y a aussi des moments de convivialité. Hein, c'est aussi une des traditions dans un cercle d'apprentissage, plus difficilement quand on est à distance, mais on apporte quelque chose. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du partage, du don et du contre-don. Donc, le plaisir d'apprendre ensemble sur plusieurs modalités sont en tous les cas, vraiment importante. Tout ça pour dire effectivement que c'est l'association des acteurs à la formation, à la construction de ces actions qui véritablement est la pierre de touche de ce genre d'espace. Proposer des espaces de réflexivité, encore une fois, importants. Et donc, véritablement, toujours ces moments où on a la possibilité d'être en capacité d'exprimer aussi son regard sur ce qu'on est en train de vivre ensemble. Et donc, ce sont comme le disait tout à l'heure aussi Michel, ce qui est vraiment, pour moi, la plus-value essentielle, c'est ce que nos collègues de ces cercles animateurs au sein de cette recherche-action qui débute ont souvent effectivement explicité, c'est cette idée qu'on est dans des cercles d'apprentissage, dans les meilleures modalités pour accompagner des acteurs où les réponses ne sont pas encore stabilisées, où on ne sait pas comment faire, et on est effectivement sur quelque chose qui demande à véritablement poser avec du temps comment on a envie d'apprendre ensemble, ce sur quoi on a envie d'apprendre ensemble, comment on pourrait apprendre ensemble. Et donc, sur ces champs que sont les transitions auxquelles les collectivités notamment sont confrontées, mais toutes ces dimensions des transitions, mais aussi toutes ces réflexions sur voilà, les nouvelles modalités de management. Et la crise a montré, le confinement, que voilà, certains managers voilà, n'avaient pas une plus-value si importante que ça. Donc, c'est re-questionner le management dans les collectivités. Et donc, ça donne à voir des champs sur lesquels on n'a pas vraiment de réponse. Et les cercles d'apprentissage, n'arrivant pas avec un sachant qui vient vous transmettre quelque chose, sont les meilleurs espaces pour réfléchir ensemble sur ces modalités-là. Donc, accompagner la transformation des collectivités me semble être effectivement quelque chose qui est mobilisateur pour justement ce genre non pas de dispositif, mais de démarche. Et puis, enfin, en termes de perspectives que nos collègues en interne identifient, c'est cette idée dans des dispositifs qui sont plus traditionnels, comme les itinéraires, des choses comme ça, on peut ici et là proposer des cercles d'apprentissage qui donnent à voir effectivement ces bulles pour pouvoir justement se re-questionner, repartir, contribuer à pouvoir justement choisir aussi les modalités formatives plus classiques d'acquisition qui pourraient être utiles. Donc ça
n'empêche pas effectivement les modalités, bien sûr, de transmission de savoir, de confrontation du savoir, mais dans un espace où effectivement ça a été co-construit ensemble. Voilà les nouvelles modalités qu'on peut voir apparaître et qu'on pourrait voir apparaître notamment dans le cadre du CNFPT. Alors j'aurai quelques éléments autour des difficultés auxquelles on peut être confronté quand on veut développer des cercles d'apprentissage, mais peut-être qu'on peut déjà échanger ensemble et j'inscrirai quelques éléments sur cette dimension-là dans un deuxième temps, par exemple. Merci beaucoup Bernard, je crois qu'on est à 45 minutes un petit peu sur ces 3 temps de 15 minutes, donc c'est très bien. Si vous voulez prendre la parole, vous pouvez peut-être lever la main, soit à l'écran, soit mettre votre main, et on va vous donner un peu la parole pour ces échanges. Comme on est encore assez nombreux, si on peut avoir des questions assez courtes, ce serait plus facile pour assurer aussi le maximum de participation. Il y a eu aussi des réponses, dont Cécile Joly en particulier, qui nous a rejoint, a répondu à une question et on a retranscrit de la conversation vers le pad. Qui se lance? Vous levez la main ou vous ouvrez le micro, et tant qu'il n'y a pas plusieurs ouvrir le micro en même temps, ça va bien. Ah, Serge Roguero. Alors, c'est Pascal Roguero. Pascal. Bon, je vous salue. Je connais Bernard Alix depuis un petit moment. Effectivement, moi, je suis très intéressé. Je découvre un peu la démarche. J'en ai entendu parler, mais comme ça. Je signale d'ailleurs à Michel Briand que nous ouvrons à Toulouse un capitole d'université, un diplôme d'université qui s'intitule Conduire et animer la transition des territoires. Sur lequel je devrais intervenir d'ailleurs. Absolument. Et donc, si tu. Et j'imagine que tu pourras nous parler de tout ça. Il y a d'ailleurs Laurent Marceau, enfin, il y a beaucoup de gens qu'on a mobilisés pour parler de ça. Alors, juste une petite interrogation sur les conditions institutionnelles de ça. C'est-à-dire que tu dis à l'intérieur ou à l'extérieur, mais tu as très peu parlé de comment l'institution accepte ça, dans quel cadre concrètement ça s'opère. Oui. Merci Pascal pour cette question qui m'invite à développer ce sur quoi je pensais pouvoir le faire, parce que ça me semble être vraiment quelque chose d'important. C'est effectivement les difficultés auxquelles on peut se confronter quand on veut développer effectivement ce genre d'approche, parce que justement, tu connais encore mieux que moi la question des institutions et de leur difficulté à s'ouvrir à l'altérité. Elles sont dans la perspective de tous les travaux d'analyse institutionnelle et notamment de Michel de Certeau. On sait comment les institutions ne laissent peu de place à l'altérité, à l'autre, et donc sont plutôt dans la logique de la mêmeté et de la reproduction. Du coup, l'industrialisation de l'information, c'est pour ça que ça marche bien, parce que ça questionne pas trop l'institution qui organise les formations. Mais effectivement, quand on veut développer un cercle d'études en intra, notamment dans une collectivité, eh bien, on est sur une logique là qui est bien différente, qui est celle pour moi de l'intervention. C'est notamment ce que l'on travaille, notamment avec, où j'interviens sur des masters d'intervenants justement dans les organisations, où là c'est une autre posture qui demande effectivement à se questionner de la même manière quand on fait de l'analyse de la pratique au sein d'une organisation, ou quand on fait ce genre de démarches qui sont un petit peu plus intrusives ou bousculantes, d'ailleurs comme la FEST va l'être aussi. Et donc, on voit bien en quoi les institutions, elles peuvent être en résistance par rapport à ce genre d'approche, parce que pour moi, mettre un cercle d'apprentissage dans une collectivité, c'est comme le dirait Sartre, une faille dans l'être, c'est mettre justement un coup de canif quelque part, c'est mettre de l'ouverture, c'est mettre de l'altérité, et comme le dit encore une fois Michel de Certeau, c'est quelque part accepter qu'il y ait une page blanche
qui soit écrite pour découper des espaces propres et pour faire justement advenir ce que les professionnels ont envie véritablement de faire. Et ça me semble être quelque chose de très important qui demande aussi quelque part une forme de maturité des collectivités qui vont s'investir. Alors, on a pu le faire en interne au CNFPT parce qu'on avait comme directeur de l'ingénierie à l'époque Denis Christol et qui a tout à fait été partant pour que justement on mette ça en place quand je lui ai proposé. Mais on n'a pas effectivement dans toutes les institutions des responsables ou cadres dirigeants qui vont être ouverts à cette démarche. Et donc, ça demande, et c'est aussi sur quoi on se questionnait ce matin dans notre groupe de recherche-action, c'est comment aussi présenter, donner à voir quelque chose qui est autre chose qu'une page blanche ou qu'une coquille vide en disant bah, on verra ce qu'on va faire. Ça, c'est pas très rassurant pour des cadres dirigeants. Et donc, on voit bien comment, quelque part, je pense que les cercles d'apprentissage, c'est un pari sur la confiance de ses propres collaborateurs, d'autrui et de soi-même. Et donc, accepter ces espaces d'initiative et de transformation, de mettre en place cette véritable logique du vivant et donc un espace capacitant, comme un cercle d'apprentissage, eh bien, ça demande véritablement de faire en sorte qu'on soit ouvert à l'autre, à mettre de l'autre dans les institutions. Et donc, ça me semble être quelque chose de fondamental. Si effectivement il y a de la résistance, c'est là que ça va résister. Et je pense que ça donne à voir effectivement là, tout un champ pour faire en sorte que justement les personnes qui interviennent en intra sur ce genre d'espace soient véritablement en capacité d'être porteurs de logiques d'intervention comme les sociologues le font depuis longtemps. Mais en tous les cas, on est sur quelque chose qui va à l'encontre j'ai envie de dire, de l'essence même des institutions qui sont de rester dans quelque chose qui est de l'ordre du même et non pas de l'altérité. Voilà, donc c'est une question qui est la question fondamentale, Pascal, parce que je crois que c'est la plus difficile et on ne peut pas en faire l'économie. Hein, on ne peut pas, j'ai envie de dire, rentrer dans des collectivités la fleur au fusil en disant ouais, les cercles d'apprentissage, c'est super bien. Non, ça va questionner et si on laisse effectivement… en fait, pour moi, il faut sortir du paradoxe de Sandra Enlard, hein, qui consiste à dire, Sandra Enlard, qui est une des chercheuses dans le champ de la formation depuis un certain nombre d'années, et qui dit, mais finalement, la formation, si on la laissait faire ce pourquoi elle est faite, il n'y en aurait plus, hein, c'est-à-dire vraiment travailler sur le changement des individus et des organisations, et si on ne laissait pas faire ce pourquoi elle n'est pas faite, il n'y en aurait plus non plus. C'est-à-dire voilà, toutes ces logiques un petit peu de côté sur lesquelles la formation existe. Donc, il faut la rendre la moins menaçante possible. Et donc, je pense qu'un cercle d'apprentissage, ça peut paraître menaçant pour une organisation, comme un sociologue qui débarque dans un territoire, une organisation. Et donc, on a aussi à apprendre de professionnels comme toi, Michel, de l'intervention pour savoir comment… Et donc, ça devrait, pour moi, être un des enjeux de nos réflexions dans ce cercle de recherche, action autour des cercles d'apprentissage. Merci Bernard. Je vais laisser la parole à Romain. Si c'est possible, Bernard, faire des réponses un peu courtes pour la suite, parce qu'il y a aussi Cécile qui a demandé la parole après. Donc, Romain d'abord, tu réponds rapidement, et puis Cécile. Oui, merci. En fait, je voulais revenir sur des choses un peu pratico-pratiques, mais qui sont en lien avec le cadre institutionnel. C'est, pour moi, un des freins, souvent, c'est le temps que les gens sont prêts à consacrer ou à détacher dans des organisations qui sont souvent très chargées, enfin des emplois du temps qui sont très chargés. Donc, la question de pouvoir dégager du temps, dans quelle mesure l'organisation l'accepte, voire l'incite, le reconnaît. C'est quoi les minimums d'engagement qui sont demandés? Donc, je crois que Cécile a déjà répondu, c'était 5 à 8 séances, mais voilà, c'est quoi le cadre en fait qui est posé au départ dans cet engagement? Et puis pareil pour la personne qui facilite, est-ce que c'est une personne dans votre expérience qui était rémunérée, formée sur le tas au fil de l'eau? Enfin, comment ça se passe concrètement ce démarrage et cet engagement des différentes parties prenantes? Juste un petit aparté, hein. Quand une personne CNFPT de Brest va en formation à Angers, 2 jours, c'est aussi 2 jours de déplacement, donc quelque part 4 jours. Et on connaît aussi l'efficience des méthodes interactives, donc c'est une petite partie aussi du contexte.
Bernard. Alors, quand on est sur site, hein, j'ai envie de dire, on part sur l'idée, et ça c'est à peu près l'amplitude que nous a toujours proposé Jonathan Kaplan, c'est autour d'une vingtaine d'heures, hein, entre 20 et à peine plus. Mais il ne faut pas aller au-delà, donc ça veut dire qu'on peut faire des séances de 2 heures. Donc voilà, ce sont c'est entre 8 et 10 séances, comme effectivement Cécile l'a précisé. Donc on est à peu près sur ce temps-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se fasse, c'est parfois une contrainte, mais on l'a expérimenté en interne et on sait que ça marche bien, c'est de le faire tous les 15 jours au maximum. Hein. Voilà, donc c'est consacré, voilà, une demi-journée tous les 15 jours sur 2 mois. Donc c'est quand même pas non plus, c'est exigeant parce qu'il y a une vraie demande aussi d'engagement, c'est-à-dire que quelqu'un qui rentre dans un cercle d'apprentissage, il ne faut pas qu'il se permette de dire je viens une fois sur 2. Il y a une vraie attente pour que justement chacun s'engage et participe pleinement au cercle. Parce que justement, il y a des choses qui se construisent, hein, c'est cette idée de coémergence toujours, hein, et donc la coémergence qui se fait dans un groupe, si on n'y est pas, eh ben, on passe à côté et donc on arrive en extériorité par rapport à ce qui s'est joué, et donc ça c'est vraiment dommageable. En termes alors moi je pense que ça demande vraiment une forme de professionnalisation. Je pense que c'est des formateurs qui doivent vraiment être sur une posture de facilitation. Donc, ce sont des experts pour moi de l'animation. Et là, on n'est pas sur effectivement sur de la formation occasionnelle, j'ai envie de dire. Là, il faut vraiment de l'expertise en matière de formation. Alors, on l'a expérimenté avec nos collègues qui étaient formateurs et on n'est pas parti sur effectivement des gens qui avaient de l'expérience de la facilitation de cercle. Et on a aussi bien vu que voilà, c'était pas toujours aisé pour eux d'accepter que ce ne soit pas eux qui imposent le processus ou la façon qu'ils avaient de faire. Donc, il y a vraiment de la résistance aussi de la part des formateurs à se déprendre de leurs habitudes qui consistent à dérouler quelque chose qui, pas forcément en termes de savoir, mais en termes moins méthodologiques. Donc, voilà, se confronter, c'est comme quand on fait l'analyse de la pratique, se confronter à ne pas savoir effectivement ce qui va se jouer dans la séance, même si il y a un protocole qui est bien cadré. Voilà, ce sont des modalités qui demandent effectivement d'avoir une certaine forme de distance et vraiment d'expérience en matière de conduite des collectifs. Mais surtout, pour moi, cette déprise, cette capacité à avoir renoncé à transmettre. Je pense que c'est ça le plus difficile pour un formateur, c'est de renoncer à ça. Et donc ça demande, encore une fois, vraiment de l'expérience et bien sûr, pour moi, une rémunération à la hauteur de cette expérience. Donc, en fait, juste pour reformuler, vous aviez mobilisé des personnes formées, rémunérées par l'institution pour animer ces cercles en préalable au dispositif. C'est-à-dire que le dispositif, il est parti avec des personnes déjà identifiées et payées pour faire ça. Ils étaient payés pour faire ça, mais ils n'étaient pas experts en accompagnement de cercles. Hein. On leur a présenté la méthodologie, je les accompagnais, voilà, mais bon, ils ont aussi, j'ai envie de dire, c'est en faisant qu'ils ont compris, et c'est ça qui va être intéressant. Dans la recherche-action, on va faire une évaluation de comment ils ont vécu ça, de qu'est-ce que ça leur a demandé aussi de faire bouger, j'ai envie de dire, intérieurement pour pouvoir justement se confronter à ce genre d'espace, etc. Donc, puis il y en a qui nous disent, tiens, il faudrait qu'on fasse autrement, parce que voilà, on sent bien que là, on n'a pas été vraiment peut-être complètement dans les clous, etc. Donc, voilà. Mais effectivement, ça demande, encore une fois, des personnes experts pour animer ce genre d'espace. Sachant que les sujets ont émergé du groupe de riposte créative et que par rapport à ces sujets, le CNFPT a fait appel à différentes personnes pour les animer. L'occasion de passer la parole à Cécile. On n'entend pas, Cécile. Ah non, ah oui. Dans quel mot je prends? Oui, c'était pour répondre aussi à M. Rogero, dont je ne me souviens plus le prénom. Pascal. Sur Pascal. Sur les peurs aussi qu'il peut y avoir dans les institutions, surtout dans des modèles de formation très transmissifs, comme peuvent être l'université. Et nous, on avait une sollicitation, j'avais une sollicitation justement d'un modèle très transmissif qui est surtout basé sur des experts et des grands noms. Et quelqu'un qui, du coup, me demandait avec une baguette magique de faire la pédagogie des défis.
partant des participants, alors qu'il restait très peu d'espace finalement pour amener cette pédagogie, et puis que ça se heurtait aussi aux experts, chercheurs qui, sur des thématiques, avaient tout l'espace pour transmettre leur savoir. Et du coup, c'est pas dire d'un seul coup, c'est plus que les apprenants qui vont partir de leur désir et par un processus d'intelligence collective, de facilitation amené par un formateur facilitateur, du coup, vont construire leur chemin. Il y a vraiment quelque chose à réinventer entre l'expertise. Et moi, je me souviens de ma première université là, à Cluny, où je m'étais retrouvée animée avec un élu et puis Patrick Vivray. Et je me suis dit, mais je vais dire, mais si on changeait ça, parce qu'il y avait un amphi, et du coup, on était plutôt parti du rêve des participants, enfin de leurs problématiques, et on avait inversé, on avait mis les experts au service, en disant, mais vous, en tant qu'expert, en tant qu'élu, comment vous pouvez, avec votre expertise, répondre à ça. Et ce n'est pas du tout évident le lien, justement, entre chercheurs, experts et apprenants. Et je pense au modèle, c'est suédois, ou je ne me rappelle jamais dans quel pays, où en fait, les participants qui apprennent le management, en fait, doivent construire leur entreprise et doivent la manager. Et ils vont aller chercher l'expertise au fur et à mesure dont ils auront besoin. Et c'est vrai que dans cette démarche riposte créative, c'est un peu de cette façon-là que ça a été conçu, en se disant, mais aujourd'hui, toutes les connaissances existent. Enfin, voilà, il y a des experts à droite à gauche, il y a Bernard, il y a des Michel Briand, et du coup, qui peut aller chercher d'autres experts, etc. Mais du coup, il y a cette peur des experts, mais voilà, chercheurs ou autres. Et il y a aussi au niveau de l'ingénierie de formation, en fait, on est sur des modèles d'ingénierie où effectivement, c'est plus simple de dire je fais mon cahier des charges, c'est quoi les besoins, je vais prendre des formateurs et vous me construisez la formation. Ou je vais prendre un expert et c'est lui qui sait. Donc, là, effectivement, ça demande d'avoir une autre ingénierie qui est de dire quelle est la problématique de ma communauté métier aujourd'hui, comment je vais l'interroger, et puis après, de lâcher prise. Alors, c'est quand je parle de forum ouvert, c'est super puissant, mais si on ne lâche pas prise, ça ne va rien produire du tout. Et de se dire que les gens vont se constituer même par sous-groupe à partir de soit quelqu'un qui propose quelque chose. J'ai envie de transmettre l'arpentage, comment on peut lire à plusieurs un livre. Et du coup, comment en plusieurs, on va pouvoir apprendre d'un expert, ou on va aller voir l'expert. Voilà, et ainsi de suite. Et du coup, se dire, faire confiance que les gens, ils vont apprendre que là où ils ont besoin d'apprendre, et ils sont toujours vivants dans les apprentissages. Et moi, je sais que moi, je ne peux plus me mettre sur une chaise dans un amphi si je ne suis pas vivante et si ça ne nourrit pas derrière une problématique que j'ai et voilà, sur lesquelles j'ai besoin. Et je crois que de plus en plus, on va aller là-dessus. Il y aura de toute façon des phénomènes où les gens se mettent sur leur portable, où voilà, il y a de l'évitement, où ils ferment leur caméra vidéo si c'est à distance. Donc, pour que ça soit pertinent et pouvoir performant, si on peut employer ce terme, il faut arriver à construire des processus de formation dans lesquels il y a toujours du désir d'apprendre. Le désir, l'éros dont parlait Bernard, il disait qu'il fallait érotiser la formation, je me souviens. Bon, je m'arrête là, parce que sinon je pourrais parler des heures. Mais oui, tu as tout à fait raison, Cécile. J'ai juste une anecdote pour donner à voir, effectivement, notamment dans le cadre universitaire. Quand Jonathan Kaplan a voulu faire sa thèse, il a voulu expérimenter ça au sein et auprès des étudiants. Et donc, il m'a demandé de prendre un groupe d'étudiants que j'avais en master autour des mémoires. Et donc, on a fait un cercle d'études sur les mémoires. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à questionner les étudiants sur quels étaient leurs questionnements sur comment réaliser leur mémoire, c'était les questions qu'ils se posaient. Ce n'est pas sur l'apport de la transmission méthodologique comme le ferait un bon universitaire qui va donner effectivement les ingrédients de la méthodologie de production, d'élaboration de la mémoire. Non, eux, ce qu'ils avaient envie d'avoir comme question, c'est quel prof il vaut mieux choisir ou quel sujet il vaut mieux choisir pour passer de M1 en M2, pour avoir une stratégie. Donc, c'était des questionnements stratégiques qu'ils avaient sur déjà le choix du directeur de mémoire, sur le choix du sujet, pour que justement, ça leur permette d'avoir un accès à l'année supérieure. Donc, on voit bien que c'est ça qui est intéressant. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas non plus… Donc, ils ont allé interviewer les étudiants qui étaient déjà en M2 pour voir comment ils avaient fait, qu'est-ce qu'ils avaient rencontré comme problème, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est, encore une fois, c'est vraiment et puis on était vraiment surpris par les questions
que les étudiants se posaient et qui pourtant étaient au cœur même de la réussite, encore une fois, pour eux, de leur année universitaire. On arrive à 1h15. Est-ce qu'il reste une ou deux questions? Sinon, on ne va pas tarder à conclure, parce qu'en général, c'est entre 1h et 1h30 maximum. Jean-Marie, peut-être un petit mot, je ne sais pas. Je rallume la caméra si je l'avais éteinte, pas parce que j'écoutais pas, mais pour économiser la bande passante. En tout cas, un grand merci Bernard. Et c'est vrai que la dernière intervention de Cécile a un peu dans le chat renvoyé sur le fait qu'il y avait tout un continuum de dispositifs pédagogiques capacitants, pour reprendre un des nombreux termes et un des nombreux modèles que tu as proposé. Et donc, je pense que c'est tout à fait intéressant, effectivement, de se positionner quelque part le cercle d'apprentissage entre, alors on parlait de classe renversée, on parlait de buddy systems, donc en fait, où on a effectivement des systèmes avec des degrés d'ouverture, pour reprendre ce qu'écrirait Anne Gézégou en termes de dispositifs de formation. Donc, celui-là étant visiblement le plus ouvert dans les dispositifs et accessible à un groupe d'adultes déjà bien autonomes. Merci Jean-Marie. Il y a une dernière peut-être main levée de Karine, donc ce sera la dernière question, puis ensuite on vous proposera de conclure avec, je remercie toutes les personnes qui ont pris des notes, hein. On a 280 lignes de prise de notes, ce qui est remarquable pour un webinaire de riposte créative. Karine. Bonsoir, merci Michel. Moi, je me posais la question un peu du dispositif d'évaluation en fait, que vous mettez en place, des cercles d'apprentissage. Est-ce que c'est une auto-évaluation participative par les membres? Est-ce que c'est une évaluation externe? Et quels critères un peu évaluatifs de tout le parcours apprenant en fait? Parce que je trouve que mesurer l'apprenance est quand même pas si évident pour en rendre compte et le mettre en récit et mesurer l'évolution, on va dire, en termes de parcours et même de développement personnel de chaque participant. Voilà, je m'interrogeais un peu si vous aviez réfléchi à ces questions. Merci Karine. Bernard? Oui, alors, encore une fois, voilà, je pense qu'il faut peut-être renoncer à une approche d'évaluation, voilà, comme je le disais tout à l'heure, trop centrée sur une approche de mesure un écart entre même un objectif qu'on aurait produit collectivement et puis ce à quoi on est arrivé, mais plutôt de tenter de mettre en valeur, en quelque sorte, d'interpréter ce qui s'est joué. Et donc, on est plutôt sur des modalités, j'ai envie de dire, d'auto-évaluation, mais qui peuvent être effectivement individuelles et collectives. Donc, il peut y avoir aussi, on l'avait fait notamment, je me rappelle, au CNFPT, des productions voilà, d'objets qui pourraient être ce que j'appelle des objets symboliques, hein, pour donner à voir effectivement comment chacun a envie de manifester son processus d'apprentissage et ce à quoi il est arrivé. Et on peut même ensuite, là, on avait produit aussi une vidéo où chacun avait pu transmettre voilà, la façon qu'il avait de faire partager son expérience et de donner envie à d'autres de pouvoir s'engager dans ce genre d'expérience. Donc, je pense que la modalité est plutôt relève plutôt de cette approche-là plutôt que d'avoir une expertise extérieure. Ceci dit, avec les cercles d'apprentissage qu'on se donne à évaluer dans le cadre de cette recherche-action, écoutez, on pourra vous transmettre notre grille d'entretien parce qu'on va effectivement réaliser des entretiens auprès des animateurs et auprès des participants pour faire émerger un certain nombre de choses sur voilà, comment ils ont effectivement perçu cette transformation et comment voilà, ils ont peut-être aussi trouvé un écart dans la façon qu'ils ont eu d'apprendre dans cet espace-là par rapport à une autre, effectivement, une autre modalité plus classique de formation. Donc, c'est plutôt de cet ordre-là. Mais je pense qu'effectivement, la question de l'évaluation, elle est en tous les cas cruciale pour moi, dans cette perspective plutôt réflexive. Et on peut, voilà, on pourrait
avoir un espace un peu méta suite à un cercle d'apprentissage pour faire un travail, j'ai envie de dire, plus d'analyse presque de pratique qui pourrait être une modalité d'évaluation d'un cercle. Et là, ça demanderait encore quelques heures supplémentaires. Merci Bernard, merci à chacun pour la participation. Juste un petit mot pour dire que aussi bien dans Riposte que peut-être sur les cercles d'apprentissage, on se place dans une logique d'archipel, c'est-à-dire différents réseaux qui chacun ont un petit peu leurs objectifs, leurs participants, et on essaie de faire communiquer entre eux ces réseaux. Et donc les cercles d'apprentissage sont mis en œuvre aussi, par exemple, dans Riposte Créative Gironde et à la base en Gironde. Ils ont été mis en œuvre aussi un petit peu dans Riposte Créative Pédagogique et ils le seront toujours donc au CNFPT. Et l'idée un petit peu, c'est peut-être aussi dans la suite un petit peu de ce webinaire, c'est de permettre des échanges entre, je dirais, différentes démarches de cercles d'apprentissage, hein, si l'Université du Loup l'utilise par exemple, et d'autres encore. Donc, n'hésitez pas, je dirais, à faire circuler l'information sur les réseaux, à Bernard, à moi ou à d'autres, et on essaiera, nous, peut-être dans 6 mois ou dans quelques temps, de refaire un point de rendez-vous, hein, si effectivement on voit émerger ici et là des cercles d'apprentissage, de la même manière qu'on avait organisé au bout d'un an un peu une rencontre des différentes ripostes créatives qui avait été très enrichissante, et donc on est aussi dans cette démarche d'apprendre ensemble. Merci à Bernard, merci à chacun. Merci à vous.